23 avril. Ça me fait plaisir d'être avec vous à chaque matin et aujourd'hui, on a un matin un peu spécial. On a la chance d'avoir un spécialiste en informatique, en sécurité informatique. Bonjour Mathieu Chouinard, merci d'être avec nous. Bonjour Ghislain, j'espère que ça va bien. Ben oui, ça va très bien. Beau matin comme on est là ce matin. En attendant que les gens entrent, je vais prendre quelques minutes juste jaser. Qu'est-ce qui s'en vient, Mathieu, dans les prochains jours avec ImoFacil? Et les gens, si vous voulez juste me saluer, voir si vous êtes bien en vie, bien live avec moi ce matin. Demain, qu'est-ce qu'on fait? On jase REER. Est-ce qu'on peut utiliser des REER pour investir en immobilier? On a Nicolas qui vient de rentrer. Excellent. Merci beaucoup. Fait que vous savez que vous pouvez prendre vos REER pour investir dans du RAP avec votre achat de première maison, mais saviez-vous que c'est possible de prendre les REER de quelqu'un d'autre et pouvoir, pas les REER de quelqu'un d'autre, vos REER, excusez-moi, et d'investir dans des projets immobiliers. Ça, c'est possible de le faire. Fait que demain, on jase de ça avec Michel Martel. On a Kevin Kevin Gagnon, Kevin Patrick qui est avec nous autres, André Lapierre qui est là chaque matin, Yann aussi, toujours fidèle au poste, Jonathan aussi, André, Jacques, wow, toute la gang, vous êtes là, merci beaucoup d'être avec moi ce matin. Samedi, on a c'est le témoignage des présidents d'entreprise qu'on a à chaque samedi. Et samedi, j'ai la chance de recevoir un président d'une entreprise qui s'appelle Piazzetta. C'est un franchisé qui a 2 restaurants et vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait pour le COVID et un peu toute son histoire à travers son entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il a fait. Lundi, on jase licence RBQ. Vous le savez, pour le flip, il faut une licence multilogement. Des fois, on en a besoin, des fois, on n'a pas besoin. Fait qu'on attend beaucoup de monde lundi pour jaser de licence RBQ. Et du côté ImoFacil, qu'est-ce qui s'en vient? Ce soir, on a la formation avec Gilbert sur le flip. Fait que ceux-là qui n'ont pas fait la formation sur le flip, c'est une formation de 3 heures, c'est à 19 heures. J'ai mis dans le titre le lien pour se connecter. Et jeudi le 30 novembre, on a Maître Luc Audet qui va venir nous parler comment on fait pour vendre une offre d'achat. Vous faites plusieurs offres d'achat, vous avez 4-5 offres d'achat d'accepter, et j'en ai au coaching avancé qui ont plusieurs offres d'achat acceptées, et même au VIP. Et comment on fait pour les vendre de ces offres-là et que ça soit légal? Parce qu'on veut pas jouer le rôle d'un courtier immobilier. Et il y a des façons de faire avec du côté légal pour être capable de vendre les offres. Et Maître Audet vient expliquer ça. Et pour les gens qui ont de l'intérêt avec notre programme de coaching, on décolle lundi avec un programme de coaching double, qui est autant théorique que pratique. Fait que qui qu'on a avec nous autres un matin? On a Martine qui est entrée, Jean-Michel, Nancy. Nancy, as-tu été voir les Débrouillards 50 hier, Nancy, avec YouTube? On a Linda, on a Nick, Nancy Alain, et on a Yves aussi qui est avec nous autres. Fait que, allons-y avec notre entrevue d'aujourd'hui. On va parler de sécurité informatique et on a la chance d'avoir Mathieu qui est avec nous autres. Mathieu est économiste de formation et entrepreneur. Mathieu Chouinard est un acteur reconnu en cybersécurité au Québec, président et fondateur de 2 sociétés dans le domaine, Fidem Incorporé et Forensic Incorporé. Il est aujourd'hui à la tête d'une équipe de plus de 90 experts travaillant à combattre le cybercrime. Mathieu est également un des fondateurs et administrateurs de la Grappe industrielle canadienne en sécurité. Et en plus d'avoir été président de l'Association de sécurité de Montréal, il a également fait partie du comité fondateur du réseau Sécurité, un réseau regroupant les 30 plus importants chefs de la sécurité des grandes entreprises québécoises. Donc, j'ai la chance de t'avoir avec moi, Mathieu, à matin. Un gros merci d'être là. En premier, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Là, on a vu qu'est-ce que tu as fait, mais qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie, là, dans la vraie vie du day-to-day, là? Qu'est-ce que tu fais exactement, Mathieu? Écoute, il fait moi, mais on fait tu as nommé les entreprises
Je veux juste ajouter. Hey, Mathieu, ça coupe. Je ne sais pas si tu peux t'approcher de ton micro. Ouais, non, Ton micro coupe. comme c'est bon comme ça? OK, vas-y donc. Bon, est-ce que ça entend mieux? Oui, là, ça coupe plus. Ouais. Bon, parfait. Alors donc, tu as nommé les deux entreprises pour lesquelles je suis cofondateur. Alors, on est deux associés dans ces deux entreprises-là. Il y en a une qui est une FIDEM. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en mode prévention avec les entreprises dans tous les secteurs. On travaille avec les entreprises dans le secteur du détail, le secteur financier, manufacturier, gouvernemental, énergie. Donc, tous les secteurs d'activité, on y touche parce que la sécurité, bien, ça touche toutes sortes d'organisations. Donc, aussitôt qu'on a des systèmes informatiques, on peut être, bien entendu, sujet à des problèmes de sécurité. Alors, Infidem, on travaille en prévention pour être certain que les entreprises sont bien accompagnées à se protéger et éviter, donc réduire le risque qu'ils ont face à la cybersécurité. Du côté de forensique, on travaille, donc la différence, c'est qu'on travaille après un incident. Infidem est avant qu'un incident arrive. Et si on est malchanceux, si on est mal préparé, on va faire intervenir une équipe d'intervention, un peu comme une caserne de pompiers. Donc, lorsque le feu se déclare chez nous, on a besoin de gens qui sont habilités à éteindre le feu. L'équipe de forensique, ce sont des experts en réponse aux incidents, en enquête informatique judiciaire, donc pour potentiellement lancer des poursuites judiciaires par la suite. Et donc, on vient interagir un peu comme des pompiers pour éteindre le feu. Puis, ça peut être quelle brèche informatique ou quelle fraude informatique que tu vois dans ton domaine qui arrive le plus souvent aux entreprises ou même aux particuliers, là? Il y a trois grandes tendances depuis quelques années. Bien entendu, tout le monde a entendu parler des ransomware, des rançongiciels. Ça, c'est une menace qui est extrêmement grandissante. On a vu dans les 5 dernières années cette menace-là prendre de plus en plus d'ampleur. Alors, si on OK. remonte il y a 4-5 ans, parce que le ransomware n'est pas nouveau en soi, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on le voit. Sauf que la technique s'est énormément raffinée. Lorsqu'on dit aujourd'hui que le crime ne paie pas, c'est probablement temporairement, j'ose espérer, faux pour certains groupes criminels, dont les groupes qui font du ransomware, ou du moins certains d'entre eux. Ils ont trouvé des techniques d'attaque très sophistiquées qui font en sorte qu'aujourd'hui, donc on est passé dans un mode il y a 4-5 ans, où est-ce que c'était des attaques totalement aléatoires, non ciblées, et pour lesquelles bon, on peut se retrouver avec des problèmes de chiffrement de données dans nos entreprises, nous empêchant de fonctionner, mais qui pouvaient se résoudre d'une certaine façon. Et si on n'était pas capable de le résoudre, le paiement était de l'ordre de quelques centaines de dollars. Donc, les grosses rançons à l'époque étaient de 900 000 dollars. OK. L'année dernière, en 2019, j'ai les statistiques de 2019, on a vu des rançons de l'ordre de 10 millions de dollars demandés à des... Alors, on a vraiment changé de game et les attaques se sont sophistiquées à travers le temps, c'est-à-dire que il faut comprendre le modèle d'affaires des cybercriminels derrière les rançons comme ça, donc le chiffrement des données. Tout le modèle d'affaires qu'ils ont repose sur votre capacité ou votre incapacité, devrais-je plutôt dire, de remonter vos systèmes informatiques. La première prémisse, c'est donc si vous avez des copies de sauvegarde et que vous êtes capable de vous passer, de payer une rançon, puis rétablir vos données, réinstaller vos systèmes, puis repartir en affaires, eh bien, leur modèle d'affaires vient de s'écrouler. Donc, ce qu'ils ont commencé à faire il y a 2-3 ans, c'est de s'introduire dans vos réseaux informatiques, de s'assurer que vos copies de sauvegarde étaient inutilisables. Et une fois qu'ils étaient certains que vous n'aviez pas de copie de sauvegarde, là, de chiffrer vos données. Aïe, aïe! Donc, en cybersécurité, on s'est ajusté à ces techniques-là. On a apporté des mesures supplémentaires, ce qui fait qu'en 2019, à l'automne 2019, une nouvelle série d'attaques est sortie, dont le dernier en liste qui s'appelle Maze, M-A-Z-E. C'est le nouveau ransomware qui fait fureur. D'ailleurs, une grande société canadienne la semaine dernière, MNP, société de comptables, Ben oui, je connais. dans les top 5 sociétés Ouais. comptables au Canada, s'est fait attaquer par Maze.
Et la problématique avec Maze, c'est qu'ils ont renforcé leur modèle d'affaires. Donc maintenant, ils se disent, OK, tu as des copies de sauvegarde, tu penses que tu peux te passer de nous et d'éviter de payer une rançon. Ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils s'introduisent dans les systèmes, essayent d'effacer vos copies de sauvegarde, bien entendu, mais même s'ils ne réussissent pas, ce n'est pas grave, ils vont exfiltrer toutes vos données. Et une fois que vos données sont exfiltrées et sont en leur possession, ils vont vous chiffrer. Et là, ils vous menacent de dévoiler l'entièreté de vos données que vous avez dans vos systèmes publiquement si vous ne payez pas une rançon. Fait qu'autrement dit, au lieu d'aller jouer juste sur le serveur, ils vont aller sortir les données aussi puis ils vont toutes sortir les données de la compagnie autrement. Exactement. 2019, c'est la nouveauté des derniers ransomware et des groupes criminels. Et ça, il y a des attaques de grands groupes mondiaux qui sont sortis. Le cyberassureur Chubb, qui est un très gros groupe mondial en cyberassurance, s'est fait attaquer par Maze également. Donc, si vous cherchez un peu sur Maze, M-A-Z-E, vous allez trouver plusieurs grandes sociétés mondiales qui ont été atteintes et pour lesquelles les demandes de rançon sont dans les millions de dollars. Mais qu'est-ce que tu fais dans un... C'est sûr qu'un comptable, tu veux pas que les données de tout le monde s'en aillent sur le marché, là. C'est différent d'une compagnie l'autre. Apparemment, qu'une compagnie qui fait de la production je sais pas moi, de cannes de conserve, ça doit être un peu moins important que de la comptabilité. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben en fait, c'est ça, ils jouent sur les deux facettes. Hein. Ils jouent sur la première facette en chiffrant vos données. Si vous n'êtes pas préparé, vous allez être dans l'incapacité, puis même si vous êtes préparé, vous allez quand même être dans l'incapacité de faire des affaires pendant plusieurs jours. Je dirais même, il faut plutôt compter en semaines qu'en jours. Vous avez la compagnie de biscuits Mondelez qui a été en 2018 sujette à un ransomware. Et ils ont fait une réclamation auprès de leur cyberassureur de l'ordre de 100 millions de dollars Et pour interruption d'affaires. Donc, il y a des usines qui ont été incapables de produire des biscuits pendant des semaines. Et ça, c'est un exemple. On peut parler de villes au Québec, on peut parler dans tous les secteurs d'activité. Il y a plusieurs études, il y a plusieurs cas documentés. Et ce qu'on voit, nous, lorsqu'on interagit, donc suite à un ransomware dans une entreprise, dans une organisation, c'est qu'il faut compter les douleurs en semaines. OK, OK, excellent. Là, il y a plusieurs questions qui rentrent à droite. Toi, tu dois pas être capable de les voir parce que c'est trop petit. Jonathan qui demande, est-ce qu'il y a un antivirus qui permet de pas ouvrir la porte ou ça sert à rien ou c'est d'autres protections que vous installez? Ouais. Donc, quand je parle aux dirigeants d'entreprise, je leur donne souvent, pour représenter, là, parce que pour représenter la complexité donc, de la cybersécurité, je le compare souvent avec le domaine de la santé. Donc, les systèmes informatiques aujourd'hui sont interconnectés ensemble et l'innovation la plus fantastique jamais créée par l'homme, c'est vraiment les systèmes informatiques, mais tout dans sa globalité. Donc aujourd'hui, avec nos téléphones, on se parle, on est capable d'échanger, on a des GPS, des positions. Donc cette complexité-là, on peut la comparer un peu au corps humain. Je ne veux pas comparer ça de façon identique, mais il y a une complexité. Et cette complexité-là, c'est notre pire ennemi, c'est-à-dire que des portes dérobées, c'est un peu comme notre corps humain. Les virus, les bactéries, les problèmes de santé peuvent arriver de plein de places différentes. Il n'y a pas une façon, il n'y a pas un seul moyen. Donc, se laver les mains, on entend ça, COVID, là, comment c'est important de se laver les Oui, mains. oui. Ben, en informatique, l'hygiène de base, c'est extrêmement important. Mais l'hygiène de base, pas juste laver les mains, c'est pas juste avoir un antivirus. Donc, l'antivirus a une fonction dans nos mesures de défense. OK. Mais c'est comme dire, il ne m'arrivera rien parce que je me lave les mains. C'est aussi utopique que ça. Donc, l'antivirus va faire une certaine job, mais va faire peut-être une job sur 1000 ou sur 10 000, je ne sais pas combien il faut en faire, mais il faut faire tout un ensemble de mesures de contrôle. Fait que c'est pas juste l'antivirus. Puis là, on a parlé d'entreprise, un particulier pour son ordinateur. Est-ce que l'antivirus, c'est la première chose, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en application pour éviter qu'ils prennent l'ordinateur? Oui, autant pour une entreprise que pour un particulier, les mesures de base se ressemblent beaucoup. Et c'est ce qu'on appelle l'hygiène de base. Donc,
mettre à jour ces logiciels de façon continue, aussitôt qu'il y a une patch de sécurité qui est émise. Pourquoi? Parce que les criminels, ils automatisent leur attaque. Puis eux autres, là, c'est comme un virus, là, que tu sois, que tu aies 2 ans, que tu aies 40 ans, que tu aies 70 ans, le virus, il s'en fout. Il y a une porte, il rentre, puis il t'attaque. Alors, il y a des attaques qui Fait sont que, automatisées, et si tu as la vulnérabilité, ben, tu passes dans le tordeur, un point, c'est tout. OK. Ça veut dire, première chose, l'antivirus. La deuxième chose, mettre à jour ces logiciels. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait voir aussi, Oui, mettre tout à en fait. Les mots de passe sont extrêmement importants. Tantôt, tu m'as demandé qu'est-ce qu'on voyait. Les ransomware, c'est une chose qu'on voit. Je vais revenir peut-être là-dessus. OK, vas-y. Deuxième chose qu'on voit beaucoup depuis 2, 3 ans, c'est ce qu'on appelle la compromission de courriel. OK. Et là, il faut comprendre, puis surtout d'un point de vue, mais c'est encore applicable d'un point de vue particulier, mais nos emails aujourd'hui, là, c'est notre vie. Hein, tu sais, y a-t-il Ouais. quelqu'un sur la planète qui délite ses vieux emails? J'en connais pas beaucoup. Donc, finalement, donc, on accumule souvent 5, 10, 15, 20 ans de vie dans nos boîtes de courriel. C'est de même dans les entreprises aussi. Alors, nos boîtes de courriel contiennent énormément d'informations, toutes sortes. Des transactions avec notre courtier qu'on a faites, avec nos renseignements personnels, autant que des messages personnels, mais des messages qui peuvent contenir donc des lettres, des contrats, toutes sortes d'affaires. Et là, ce qui se passe, c'est que ces emails-là, les entreprises, les particuliers, s'en vont tous dans le cloud, dans l'info nuagique. Et la sécurité de l'info nuagique, c'est plus complexe que ça, mais la première mesure de défense, c'est quoi? C'est notre mot de passe. Oui, exact. Il y a tellement eu de brèches dans le passé. LinkedIn, Facebook, nommez-les toutes, là, ils ont Dropbox, ils ont tous été hackés. OK. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que sur le dark web aujourd'hui, les criminels, ils vont déposer sur le dark web des adresses de courriel avec des mots de passe qui ont été utilisés par ces adresses de courriel-là. Donc, ils ont votre identifiant, une adresse de courriel, puis ils ont les mots de passe de certains sites qui ont été hackés, puis plusieurs, plus que certains, plusieurs. Et là, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de matcher dans les systèmes de façon, là encore, là, automatique. C'est aucun effort pour eux autres. Puis, hop, quand il y en attrape un qui réutilise le mot de passe sur un autre système, pouf, ils ont accès à l'ensemble de ce système-là en votre nom. Donc, ils usurpent votre identité et là, ils vont à la recherche d'informations précieuses. Ah ben j'étais au salon de l'entrepreneur il y a 2 ans à peu près, puis je jasais avec un gars d'informatique là, puis il me demande mon nom, puis mon adresse courriel, fait qu'il tape ça dans le dark web, il dit votre mot de passe, c'est ça monsieur que vous utilisez souvent? J'ai dit oui, comment ça tu sais ça? Ah, il dit il est sur le dark web. Fait que là j'ai tout changé mes mots de passe et là je n'ai à peu près 50-60 mots de passe, assez que je m'en rappelle plus des mots de passe. Fait que là, je suis obligé d'utiliser l'espace pour être capable de gérer toute ma quantité de mots de passe. Est-ce que l'espace est une bonne façon ou faut se retenir les 50 mots de passe dans notre tête ou comment tu vois ça, Mathieu? Oubliez ça de retenir des mots de passe. Pourquoi? Parce que dans les mots de passe, il y a quelques trucs de base. Même Microsoft a mis à jour sa politique de mots de passe qui était recommandée dans le domaine de la cybersécurité depuis quelques années. La chose, il y a une seule chose d'importante dans les mots de passe. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a une. OK, C'est la c'est quoi? longueur des mots de passe. La longueur. Ah oui. Oubliez les histoires de complexité de mots de passe. Oubliez les histoires de mettre des chiffres, des lettres, des espaces, des ci, des ça. La seule chose qui compte, c'est sa longueur. Ben voyons donc, toi. Ouais. Et donc, ça, c'est des recommandations qui étaient faites depuis quelques années en cybersécurité, qui ont été adoptées et maintenant qui sont rendues les recommandations gouvernementales par le gouvernement américain, par le gouvernement canadien, par Microsoft. Donc, il y a un principe de base qui est statistique derrière ça, qu'on appelle l'entropie. Donc, plus le mot de passe est long, plus on rajoute de la complexité derrière. Et donc, c'est pour ça qu'oublier de retenir des mots de passe, LastPass, tous les gestionnaires de mots de passe,
c'est vraiment la bonne façon d'opérer. C'est pas à toute épreuve, parce que bien entendu, on crée une certaine dépendance envers ces Oui, outils-là. oui, exact. Si notre mot de passe principal pour accéder à notre voûte de mot de passe est compromis, ben là, c'est l'ensemble de nos mots de passe Ouais, qui c'est sont ça. compromis. OK. Donc, c'est pas une recette miracle à toute épreuve, mais c'est beaucoup mieux d'utiliser ça pour nous permettre d'utiliser des mots de passe très longs qu'on ne sera pas capable de retenir, différents à chacun des sites, des systèmes qu'on utilise, pour nous protéger contre les attaques. J'ai quelques mots de passe qui ont jusqu'à 16 caractères. Tu recommandes 30 jusqu'à caractères que ça prend. combien? 30. 30 caractères? 30 OK. caractères. Quand on parle de longueur de mot de passe, 30 caractères. OK. Hey, c'est plein de trucs un matin. Hey, donne-moi 30 secondes. On a plein de questions qui rentrent. Hey, si vous aimez qu'est-ce que Mathieu dit un matin, envoyez donc un j'aime puis un beau cœur à Mathieu. On va voir arriver ça. Je les Hey. vois pas. Ah, comment? Ah, toi, tu le vois pas, mais moi, je les vois arriver sur le Facebook. On a Jean-Paul qui nous dit, exemple, exploitation d'applications Microsoft Sway, ça va faire mal. Tu sais quoi ça? S-W-A-Y. Microsoft Sway, S-W-A-Y. Moi, ça me dit rien. Et Moi, la ça me dit phrase, non plus. repose ta phrase comme il faut, Jean-Paul, s'il te plaît. On comprend pas ton questionnement. Plusieurs personnes disent que Zoom n'est pas sécuritaire et que les infos ne sont pas confidentielles. Quel est votre point de vue? Je sais que j'ai vu ton point de vue, j'ai lu ton point de vue, fait que vas-y donc, Mathieu. Qu'est-ce que Ouais, tu penses voilà. de Zoom? Bon, le point de vue, malheureusement, je ne ferai pas comme certains présidents de pays. Il ne sera pas trop tranché. Donc, la première chose, c'est vrai que Zoom a eu des problèmes de cybersécurité dans les dernières semaines. En fait, ça dure depuis quelque temps. Les gens s'en souciaient juste plus ou moins. Mais le fait qu'on travaille en télétravail depuis quelques semaines et de façon intensive, ça l'a emmené de l'avant certains problèmes que Zoom éprouvait. Il y a des problèmes que Zoom avait, c'était dans sa conception même. Alors, ils ont mis cependant dans les 2-3 dernières semaines beaucoup d'efforts pour corriger la situation. Pourquoi? Parce que c'est critique pour leur modèle d'affaires. Oui, ben, ils n'ont pas le choix, là. C'est une mine d'or qui roule présentement pour eux autres, là. Voilà, exactement. Donc, il y a le passé, puis il y a ce qu'ils sont en train de faire et vers où ils s'en vont. Donc, ce qui me rassure, c'est les moves qu'ils ont faits dans les 2-3 dernières semaines. Et puis ça, ben, c'est extrêmement important là, parce que sans pression externe, c'est un comportement qu'on voit énormément souvent. C'est très humain. On repousse à plus tard les enjeux de sécurité, on repousse les enjeux environnementaux, on repousse tout ce qui est risque important, mais qui sont à long terme. L'être humain a tendance à les repousser. Ça, c'est bon pour toutes les entreprises. C'est un phénomène naturel. Et là, lorsqu'il commence à avoir une pression de la part des clients, c'est pour ça que j'invite chacun d'entre vous à toujours mettre de la pression sur les entreprises parce que c'est avec la pression des clients, des utilisateurs, qu'on va renforcer nos systèmes informatiques. Okay. Fait que là, en conclusion, Zoom était pourri. Là, il s'est amélioré ou il est rendu bon? Il y a encore des croûtes à manger, mais il s'en va dans la bonne direction et ce qu'ils ont fait a moins permis de renforcer de beaucoup la sécurité de base. D'accord. Parce que c'était pas tant. Il y avait certains problèmes dans Zoom, là, ça c'est correct, mais tous les logiciels ont des problèmes dans leur code. Vous voyez ça, Microsoft envoie des patchs une fois par mois. Donc, tu sais, des problèmes dans les applications. Là, Fait que c'est important de les mettre en application. Voilà, ce qui est important, c'est que les compagnies soient soucieuses et envoient des pages de sécurité lorsqu'ils sont au courant qu'il y a des vulnérabilités. C'est ça qui est important. Parfait. On a Nancy qui nous dit un commentaire. Wow, ces temps-ci, nous recevons des courriels de menaces car ils ont, heureusement pour eux autres, nos vieux mots de passe d'il y a plusieurs années. Je comprends pourquoi maintenant on nous demande de changer tous nos paramètres gossants pour notre sécurité. Merci Mathieu qu'elle nous dit.
On a Christian qui dit allez lire ceci sur Forbes, fait que ça on l'a pas. Sylvain Forget, est-ce que Zoom avec upgrade est sécuritaire? On vient d'en parler. Question. Donc, de Nancy, sommes-nous en sécurité dans le cloud ou c'est toujours préférable d'avoir nos bons vieux serveurs physiques? Fait que ma compagnie, moi, sur Google Drive, Christian. Christian. Mathieu, est-ce qu'il y a un risque avec les backups de Google Drive ou on est mieux de... J'ai les deux. J'ai un backup physique à ma maison, puis j'ai un backup sur Google Drive. Ouais. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Ben, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui n'est pas sur le cloud, dont même le département de la défense américaine vient de signer un contrat de 10 milliards de dollars sur le cloud de Microsoft. Donc, c'est juste pour vous donner une perspective, et c'est pas nécessairement parce que le cloud est à toute épreuve. Ça, là, c'est une réalité qu'on voit énormément. Le cloud va être sécuritaire d'un point de vue physique. Donc, ce que ça vous apporte, c'est une capacité d'avoir de la redondance dans vos systèmes, une capacité d'accéder à vos systèmes de n'importe où sur la planète. Et c'est dans des centres de données qui sont protégés avec des gardiens, des caméras, etc. Ce que ça ne vous donnera jamais, c'est la sécurité dans les configurations de votre cloud. La responsabilité de n'importe quel utilisateur, particulier ou entreprise, c'est de configurer son cloud de façon adéquate. Je reviens au mot de passe de tout à l'heure. Donc, le cloud ne vous protégera jamais contre des mots de passe qui sont faibles, mal gérés. Et puis ça, c'est la première porte, le premier exemple. Mais sinon, ce qu'on voit là, dans la compromission des emails d'entreprise, c'est que c'est envoyé dans le cloud, mais ce n'est pas configuré de façon sécuritaire. Donc, c'est exposé, c'est vulnérable. On se fait avoir. Ça entraîne souvent des fraudes, parce qu'une fois qu'on a accès à vos courriels, c'est là que les entreprises se font frauder. Et on a vu des détournements d'argent de millions de dollars là, dans les entreprises. Là. Donc, ça peut faire très mal aussi. Okay. On a une question de Nancy. Quelle est la meilleure application pour la rétention des mots de passe? Excel, Evernote, OneNote, LastPass, une bonne vieille feuille de papier. C'est sûr qu'il y a 30 caractères, oublie la feuille de papier. Oui. Ben, la feuille de papier, oubliez ça dans la mesure que vous ne la trimballerez pas avec vous tout le temps. Là, si vous en avez besoin, c'est très, très difficile. Oubliez tout ce qui est OneNote. Oubliez tout ce qui est Excel. Pourquoi? Parce que c'est pas chiffré. Alors, n'importe qui, que ce soit un malware ou un virus ou quelqu'un qui a accès à vos systèmes, va être capable de tomber sur votre liste de mots de passe. Donc, des listes de logiciels de mots de passe, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont locaux sur vos équipements. Il y en a qui sont web dans le cloud. LastPass en étant un, mais LastPass a bien entendu de la compétition. McAfee a son propre gestionnaire de mots de passe. Après, là, je vous invite à aller voir des revues sur Internet et comparer les différents produits. Ils ont tous leur pour et leur contre. Hey, c'est incroyable la quantité de questions qui rentrent, Mathieu. On a, merci à vous tous. Nicolas qui demande, est-ce que le two-step verification peut aider? Comme dans Facebook maintenant, il en faut 2 steps, puis tu as un code qui t'est envoyé. Oui, voilà. Tout ce qui est cloud, la mesure de base, c'est gérer des longs mots de passe. La deuxième mesure de base, c'est d'avoir ce qu'on appelle un système d'authentification à 2 facteurs. Donc, ce que Google nous offre facilement. Donc, à peu près toutes les applications aujourd'hui nous offrent un deuxième facteur qui est soit notre téléphone. Faites attention, par contre, comme dans n'importe quoi, c'est pas l'épreuve de tout. Parce qu'il y a des façons de contourner ça. Il y a des techniques pour contourner ça, donc c'est pas l'épreuve de tout. Méfiez-vous tout de même des phishing, donc des tentatives d'hameçonnage, même si vous avez 2 facteurs.
Pourquoi? Parce que la robustesse du deuxième facteur réside aussi dans la façon dont il est implanté. Parce que si je vous envoie un courriel d'hameçonnage, vous cliquez dessus, je vous envoie sur un site qui réplique le Le site. principe, oui. Ouais. Donc, si votre deuxième mot de passe vous arrive, puis je le rentre dans le faux site, bien, le faux site, il reçoit ce deuxième mot de passe-là. Donc c'est sûr que c'est une mesure qui est très, très, très encouragée en sécurité. Je veux juste dire, faites attention, c'est pas à l'épreuve de tout, c'est comme n'importe quoi. Excellent. On a, en passant, si vous aimez les entrevues que je fais à chaque matin et les gens qui ont pas, qui sont pas cliqués sur j'aime sur Imo Facile, allez donc cliquer sur j'aime sur Imo Facile. Vous allez les avoir à chaque matin. Chaque matin à 8 heures, je rencontre un spécialiste de différents domaines. On a une question de Hélène qui nous dit certains sites demandent de mettre un numéro et un signe et une lettre, maximum 9 caractères. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de sites qui limitent à 9 caractères ou on peut se rendre tout à 30 caractères? Non, on ne peut pas se rendre partout à 30 caractères. Ça, c'est vraiment les systèmes qui sont plus âgés et qui ont probablement décidé de répliquer eux-mêmes parce que, en fait, fait partie du domaine informatique. Donc, les développeurs de logiciels ont tendance souvent à ne pas réutiliser ce qui existe et de réinventer la roue. Puis ces systèmes d'authentification-là qui vous limitent aujourd'hui, c'est parce que c'est des systèmes qui ne reposent pas sur de l'authentification qu'on appelle d'un tiers. OK. Donc, mettre à jour, si vous êtes un éditeur de logiciel, vous avez créé votre propre façon d'authentifier votre propre module, le mettre à jour, c'est coûteux, c'est long. Donc, ça peut prendre du temps. OK. On a Melvic qui demande, c'est quoi le meilleur antivirus PC et le meilleur antivirus pour Mac? Bonne question, hein? Encore là, il y a des pour et des contre pour chacun des antivirus. Et donc, je ne veux pas trop me lancer dans le débat là, sur lequel est le meilleur. Ce que je peux tout de même réaffirmer, là, c'est que c'est essentiel, mais non suffisant. OK. En passant, C'est-à-dire que les attaques courantes là, contournent avec assez de facilité les antivirus. OK. On a Steve Barry qui nous demande, est-ce que l'application Keeper pour les mots de passe, sais-tu si c'est bon ou pas? Oui, il y a Keeper, il y a KeePass, il y en a quelques-uns comme ça. Là. OK. On a Jean-Paul qui nous redonne des nouvelles sur son Microsoft Sway. Est une application officielle de Microsoft dans Office. Des hackers ont trouvé un moyen comme vecteur d'attaque, excusez-moi, par phishing en utilisant des outils avancés. Et boy, stéganographique. Aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises capables de se défendre face à ce genre d'attaque. Et là, il met un lien dessus. Je sais pas si tu connais cette attaque-là qu'il y a eu sur Microsoft Sway. Je connais pas particulièrement cette attaque-là parce que moi, aujourd'hui, en tant que PDG, je suis un petit peu plus loin que j'ai déjà été des éléments plus techniques profonds comme ça. Mais c'est ce qu'on voit régulièrement. Donc, les attaques sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus poussées sur les grands joueurs mondiaux. Et pourquoi? Ben, c'est qu'il y a une certaine compétition. Donc, on renforce les mesures de sécurité, on s'améliore les groupes criminels. Et puis, quand je mets les groupes criminels, là, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de criminels, ou du moins de groupes de hacking qui sont embauchés par les États. Donc, les États-Unis, la CIA, la NSA, même en 2018, le gouvernement canadien a lancé l'embauche, puis ça, c'est juste au Canada, là, parce qu'aux États-Unis, Oui. ils en ont embauché 3000, mais donc les armées aujourd'hui embauchent des milliers d'hackers. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils vont hacker des entreprises ou qu'est-ce qu'ils font avec? Peux-tu me dire? Oui, effectivement, ces groupes d'hackers-là, c'est bien entendu, puis quand on parle de l'armée, c'est que
le terrain de jeu s'est déplacé dans le numérique. Au niveau du renseignement, bien entendu. Donc, aller chercher des renseignements sur les États adverses. Mais il y a également, bien entendu, des attaques qui sont faites pour jouer sur les systèmes économiques. Puis là, on pourrait rentrer dans le débat, mais les Russes, les Chinois, les Américains, les Français sont très forts là-dessus. Entre autres, les Russes. Vous avez plusieurs attaques qui sont documentées, qui sont connues. Versus l'Ukraine, par exemple. Donc, les Russes sont très reconnus pour déstabiliser des pays qui sont contre eux et les déstabiliser financièrement, économiquement. Donc, par exemple, les Russes, c'est documenté, ils ont attaqué l'Ukraine sur l'ensemble de leur production d'électricité. Ils les ont mis down pendant plusieurs jours d'un point de vue tout simplement numérique, par des attaques informatiques. Hey, c'est intéressant. On a Nathalie qui demande, et c'est une bonne question, sommes-nous à risque quand on sauvegarde automatiquement un mot de passe sur Google qui nous le demande? J'haïs Google, moi, pour les mots de passe. J'ai tout le temps peur qu'ils vont venir, c'est intrusif, Google. Fait que jamais je sauve rien sur Google. Est-ce que je fais bien ou si c'est hyper sécuritaire? Moi, c'est un autre principe de base. Ne jamais sauvegarder de mot de passe à partir de votre furteur. Quelque furteur que ce soit. Jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que, il dit, par exemple, il dit, voulez-vous sauver votre mot de passe? Fait que là, tu réponds oui ou non. Mais des fois, quand je rentre un nouveau mot de passe dans une nouvelle plateforme, l'espace va me demander, voulez-vous sauver ça, c'est correct. Si vous sauvegardez dans votre gestionnaire de mots de passe, ça, c'est bon. OK. Vous le sauvegardez dans votre furteur, à ne pas faire. Excellent. Hey, je pense, les amis, je vais vous demander quelque chose. Êtes-vous capable de partager l'entrevue qu'on a aujourd'hui sur vos réseaux? Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir qu'est-ce que Mathieu nous dit aujourd'hui. Hey, c'est incroyable, il y a plein d'affaires que j'apprends. Ici, qu'est-ce qu'on a? Si on efface nos courriels avec des infos confidentielles, est-ce qu'on est mieux protégé? C'est Hélène qui pose la question. Oui, bien sûr. Encore là, on parlait d'hygiène, donc comme je disais, là, je connais pas grand monde qui le font, mais on devrait tous, puis je m'inclus là-dedans, on devrait tous nettoyer nos courriels au fur et à mesure. Idéalement, ne pas échanger d'informations de mots de passe personnelles importantes par courriel. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de le faire de façon chiffrée de bout en bout. Il y a des outils, il y a une société québécoise d'ailleurs là, qui a fait un outil qui s'appelle SendSecure pour les entreprises, qui devrait être utilisé par les entreprises lorsqu'on envoie des formulaires avec plein de renseignements personnels. T'sais, vous voyez, là, mettons, vous êtes embauché par une société, vous remplissez un formulaire d'enquête, vous donnez votre vie sur le formulaire d'enquête, puis après ça, vous l'envoyez par email. C'est lisible par n'importe qui. Ou juste, nous autres, on est dans le domaine de l'immobilier. Toutes nos demandes de financement d'immobilier avec notre pedigree, on envoie ça par courriel aux banques, là, directement. Ouais. Et tu appelles ça SendSecure? Ouais. Ça, c'est une société québécoise qui... OK, je vais regarder ça. On a Nicolas qui dit, finalement, c'est plus facile de retourner sur mon bon vieux Commodore 64 avec des floppy disks 5 pouces et quart. On a Marc qui dit, si le mot de passe peut être 30 caractères, est-ce que je peux utiliser le même à plusieurs occasions ou je dois déterminer des différents? Toujours différent. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce système-là, quand est-ce qu'il va être breaché. Et une fois qu'il est breaché, vous ne le savez pas nécessairement immédiatement. Ça peut prendre des mois avant qu'on le sache. Donc, toujours un mot de passe unique à chaque système. Excellent. José qui nous demande, Walker, salut José en passant, si un antivirus n'est pas suffisant, que devons-nous ajouter à nos appareils alors? Mathieu, parle-nous donc de quand tu rentres dans une entreprise, c'est quoi que tu vas faire exactement? Je pense que ça va répondre à beaucoup de questions qu'on a là présentement.
et c'est quoi les améliorations que tu peux faire dans une entreprise. Et là, je devrais vous pointer sur le site gouvernemental, sur le site gouvernemental. Le gouvernement fédéral a mis de l'avant quand même beaucoup d'investissements en cybersécurité pour protéger les PME canadiennes, protéger les citoyens. Ils ont revu leur modèle opératoire. Ils ont créé un site qui s'appelle cyber.gc.ca. Ça, Cyber.gc. c'est le site web officiel du gouvernement canadien. Vous allez retrouver là-dedans plein de trucs et astuces, autant pour les particuliers. Vous allez avoir même des capsules euh, qui vont être sur la sensibilisation. Vous allez avoir des alertes et des avis du Centre de cybersécurité canadien. Ils vont même donner des outils créés par le renseignement canadien pour aider les entreprises à détecter des maliciels. Alors, il y a plein de nouveautés sur ce site-là qui existent depuis environ 2 ans. C'est une très belle initiative de notre gouvernement canadien. Et je dirais que autant les particuliers que les entreprises devraient commencer par ce site-là, commencer par s'informer, suivre les trucs et astuces. Le gouvernement canadien, entre autres, sur ce site-là, a sorti les 10 mesures de sécurité recommandées pour la PME. Alors, D'accord. allez voir ça. Si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous accompagner à les comprendre peut-être ou à les adapter à votre organisation, mais vous avez beaucoup de matériel pour débuter là. Puis toi, la façon dont tu fonctionnes, c'est que tu rentres en entreprise et on te donne le mot de passe de l'entreprise, puis tu vas fouiller dans le site puis voir s'il y a des brèches ou comment ça se passe une entrevue avec l'équipe à Mathieu. Quand on t'arrive, comment ça fonctionne? Ben là, je vais revenir sur mon exemple de la santé. Vas-y. La sécurité, il faut comprendre, je disais, c'est un peu comme la santé. Le corps humain, c'est complexe. Les systèmes informatiques, c'est complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de systèmes différents, il y a plein d'applications. Il y a du Mac, il y a du Unix, il y a du Linux, il y a du Windows, il y a des télécoms, il y a du cloud, il y a des systèmes comptables, il y a plein d'affaires. Donc, ce qu'il faut comprendre en cybersécurité, c'est qu'il y a plein de métiers. Il y a plein de métiers spécialistes. Alors, en médecine, vous avez le médecin de famille. On pourrait dire que je suis un peu comme un médecin de famille, personnellement. J'irai pas vous opérer si vous avez une crise cardiaque. Il y a des cardiologues pour ça. Il y a des urgentologues. Ça, c'est la gang de réponse aux incidents. Alors, il y a des spécialités pour chacun des systèmes. Et là, vous avez des gourous d'Office 365 en sécurité. Vous avez des gourous pour Mac. Vous avez donc toutes sortes de spécialisations. Alors, comment ça se passe, c'est qu'on va commencer souvent, un peu comme le modèle de la santé, avec un médecin de famille qui va rencontrer donc, le client et qui va poser une espèce de bilan de sécurité. On va s'informer sur qu'est-ce qui a été mis en œuvre, c'est quoi la maturité, donc quel est l'état de la situation, qu'est-ce que vous faites, puis surtout qu'est-ce que vous ne faites pas aujourd'hui en cybersécurité. Puis à partir de là, ben, on va construire un plan d'action ensemble. Puis là, ben, le plan d'action va faire interagir différents autres spécialistes en fonction des bobos qu'on a réglés. OK. Fait que tu es capable de nous dire exactement les bobos qu'on a dans notre entreprise. Voilà. Exact. J'ai été, il y a à peu près 3 mois, j'ai eu quelqu'un qui a pris mon visage, qui a vu que j'étais dans le domaine immobilier et il a commencé à envoyer sur Facebook, pas à travers mon site, là, mais il y a des gens qui l'ont trouvé, que hey, je fais du financement à 3% d'intérêt. Inscrivez-vous à Ghislain Larochelle, financement à commercial gmail.com où il avait créé une adresse courriel. Puis là, il y avait un formulaire que les gens devaient tous donner leur pedigree pour avoir un financement à 3%. On n'a jamais été capable de savoir d'où ça venait, puis c'est arrêté après, puis il n'y a plus personne qui nous a reparlé de ça. Mais il utilise mon nom, mais je peux faire quoi par rapport à ça? Ben, il y a plusieurs choses à faire par rapport à ça. Le premier, ça serait parce que là, on parle ici d'agissement criminel. Hein. Donc, OK. il y a quelqu'un qui usurpe ton identité, Ghislain, et qui veut donc s'en servir pour abuser et contourner le système et faire de l'argent, frauder. Je ne sais pas exactement quelle est son intention particulière,
mais il est clair qu'il est en train d'usurper ton identité. Donc, le premier recours qu'on a, c'est le système policier parce que c'est un agissement qui est criminel. Oui. Le défi qu'on a comme société aujourd'hui, c'est que notre système policier est aujourd'hui mal outillé et débordé pour faire Ouais. face à la Ouais. situation. Mais n'empêche que c'est extrêmement important, pareil, de loger une plainte parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire changer les choses. Si on lâche pas de plainte dans Ouais, notre c'était fait. système policier, ben, ils n'auront pas les statistiques à l'appui pour demander plus d'argent, demander plus OK. d'efforts. Et donc, les gouvernements vont regarder ça et vont dire ouais, mais c'est pas grave, ça, on n'a pas de plainte là-dessus. Donc, c'est important de le faire. C'était fait. C'est ça qui m'a été conseillé, oui. Voilà. Après ça, vous avez aussi le Centre canadien antifraude pour lequel vous pouvez loger une plainte. Puis là, eux, le Centre canadien antifraude, puis à ce moment-là, peut vous aiguiller, vous donner des trucs, des astuces. Et ultimement, bien entendu, d'un point de vue informatique, il y a des choses à faire. Cependant, c'est sûr que quand vous faites appel au privé, ben là, l'argent sort de vos poches. Puis si vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes un particulier, ça ne sera pas accessible à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ça va être plus difficile. OK. On a une question de Nick qui demande, c'est quoi ton site Internet, ton adresse de site Internet qu'on peut te contacter? Je vais le taper en même temps. Oui. Alors, infidem, infidem.biz, B-I-Z. Oui, biz. INFIDEM comme maman, point Oui, biz, c'est ça? oui. C'est là. Et si on a un numéro de téléphone pour appeler au bureau, pour avoir un rendez-vous, comment tu fonctionnes? 514 Oui, 847 oui, 3664. 36 64. Et est-ce que tu couvres la grandeur du Québec? Parce qu'on a joué qu'il y a beaucoup de gens qui sont de Québec, dont entre autres Christian. Oui, Et vous couvrez Québec, toute la province de Québec. oui, exactement. On a deux bureaux physiques, Montréal, Québec, avec, je dirais, la proportion, c'est à peu près 50 à Montréal, 35-40 à Québec. Et on couvre jusqu'à Ottawa de façon virtuelle. En passant, si tu veux agrandir à Québec, j'ai des locaux commerciaux disponibles. Je vous dis ça comme ça, là, mais Saint-Augustin, j'ai des locaux commerciaux disponibles. Bon, il y a le gars, il a fait sa petite pub en passant, là. On a Gilles qui nous demande, le gestionnaire de mots de passe Apple intégré dans macOS me permet de les sauvegarder dans le gestionnaire intégré du Mac et du iPhone en utilisant iCloud. C'est protégé par le mot de passe de l'ordinateur et le Face ID sur iPhone. Est-ce une bonne solution car Safari me permet d'utiliser cette base de données pour sauvegarder les mots de passe? Je crois que le système est bien chiffré. Oui, le système de Mac, il est bien chiffré, il est bien conçu, il est robuste. Il y a un enjeu avec ce système-là, c'est que, bien entendu, une fois que vous avez le mot de passe de votre équipement, donc que vous avez accès à votre équipement, on a donc accès à l'ensemble des mots de passe qui sont enregistrés dans vos systèmes. Donc, c'est pas nécessairement le plus recommandé, mais c'est largement mieux ça que rien. Que rien, excellent. Il y a quelqu'un qui pose une question par rapport au vol d'identité des clients de Desjardins. Est-ce que tu as eu des... Sais-tu où c'est rendu? Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Là, sauve-toi pas, Mathieu, là. Non, non, je me sauve pas. Faut que tu restes avec des autres. On veut t'avoir. Ben, Desjardins, je sais que Desjardins investit beaucoup. Hein. Tu sais, Desjardins a fait beaucoup la manchette. Moi, personnellement, je ne jetterai pas la pierre à Desjardins. Pourquoi? Parce qu'on les connaît assez bien. Et puis, je peux dire que je suis très fier de comment Desjardins gère sa cybersécurité. Je suis très fier. Et probablement au Québec, c'est l'entreprise. C'est sûr que ça va avec sa grosseur, mais ils investissent des dizaines, puis je crois même que c'est de l'ordre de centaines de millions par année en cybersécurité.
OK. C'est parce qu'il y a eu une brèche à l'intérieur qui n'ont pas été capables Voilà, mais, de- mais on revient au principe de base. C'est quand même bien qu'on met 100 millions par année en cybersécurité. Vous regardez le nombre de centaines de millions que le département de la défense américain met en cybersécurité, puis il va y avoir des brèches pareilles. Pourquoi? Parce que le principe numéro un, c'est que la complexité est notre pire ennemi, puis cette complexité-là ne va qu'en grandissant. On Exact. parle d'intelligence artificielle, on parle de cloud, on parle d'IoT aujourd'hui, donc les objets connectés. Si vous pensez qu'on a vu le pire derrière nous, non, ça s'en va en grandissant la complexité. Donc les attaques, on va les voir en grandissant encore plus dans les futures années. Hey, on termine avec un commentaire de David Salerno, que je crois que tu connais, qui me dit, Hey, je connais cet homme, une référence dans son industrie. Quelle belle conclusion, David! Un gros merci à toi, Mathieu. Merci d'avoir été avec nous autres. Demain, on parle de REER. Samedi, on a un témoignage d'entrepreneurs. Et lundi, on parle de licence RBQ. Merci à vous tous d'être en si grand nombre. Si vous aimez, qu'est-ce qu'on fait? Allez cliquer sur j'aime sur Imo Facile et allez voir Mathieu. Mathieu peut vous aider aussi avec infidem.biz. Son numéro de téléphone est le 514-847-3664. Et je pense que tu vas venir à mon entreprise, Mathieu. Je sais pas pourquoi j'ai pas profité des connaissances que j'ai dans mon réseau. Tu vas venir me voir à mon bureau. Avec plaisir, Ghislain. Merci beaucoup. Merci la gang. Au plaisir. Bye bye. Reste avec moi, Mathieu.